Bon, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bedom ce soir. Alors, je peux enregistrer votre conférence? Oui. Voilà. Alors donc, Stéphane Bedom, bah, vous le connaissez peut-être, hein, parce qu'il est déjà venu faire au moins une conférence ici, dans des archives départementales de l'Aisne, il n'y a pas très longtemps. Alors Stéphane Bedom, il est originaire du chemin des Dames. Il a fait ses études à Reims, hein, moi-même d'ailleurs. Et donc, il travaille chez Chanel maintenant. Hein, et il est aussi le fondateur du musée de Vassogne, donc qui est consacré à la reconstruction du chemin des Dames. Voilà, et donc c'est une personne très active qu'on voit souvent citée dans les journaux. Et vous avez participé récemment au colloque qui a été organisé par la Société historique de Soissons sur la reconstruction. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci Monsieur le Président pour votre invitation. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Je ne vous parlerai pas de Chanel ce soir. Je vais être sur une thématique assez aride qui est la question des dossiers de dommages de guerre. Aride certes, mais un sujet en fait très passionnant, on va le voir dans un instant. Donc je vais revenir en fait rapidement sur la question, la manière dont ces dommages de guerre, la loi sur les dommages de guerre en fait est apparue. Et ensuite, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la manière dont cette loi va s'appliquer sur le terrain. On a beaucoup parlé des injustices liées à cette loi, des dossiers de dommages de guerre et des niveaux de remboursement qui auraient été différents en fonction des personnes. Donc je vais essayer de revenir sur ces thématiques-là et d'apporter un éclairage, en tout cas, enfin mon éclairage dans l'état actuel des choses et des recherches. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé « Les dommages de guerre sur le terrain ». On aurait pu aussi indiquer tout simplement au filtre du terrain. Alors pour commencer, une image suffira, je pense que ça résume bien la situation. Donc l'Aisne au lendemain de la Première Guerre mondiale, bon, tout le monde le sait, est totalement ravagé. C'est le département le plus touché par la Première Guerre mondiale. Vous avez ici une photo de Douche-la-Vallée-Foulon qui fait partie des collections du musée de Vassogne, qui est une photographie originale qui date de 1919 et qui est très intéressante puisqu'on voit l'état de dévastation, on voit la manière dont la végétation réenvahit toutes les ruines très rapidement après la Première Guerre mondiale. Et on voit surtout quelque chose d'assez fort, hein, ces enfants qui posent sur des tôles métro qui abritent des logements provisoires puisque les gens sont déjà revenus et en fait s'installent dans des baraquements de fortune. Donc, je suis beaucoup intervenu sur ce thème-là et je vous épargnerai une intervention de plus ce soir sur ce sujet. Alors, la question qui se pose très rapidement pour l'État, hein, l'État en tout cas dès 1919 est très critiqué par un certain nombre de députés, c'est comment est-ce qu'on va gérer concrètement cette question des dommages de guerre. Donc déjà, essayons peut-être de les définir. En fait, il est admis que les dommages de guerre, préjudices matériels subis par un État du fait d'une guerre, peuvent donner lieu à des réparations aux personnes sous certaines conditions si le droit à la réparation intégrale des dommages de guerre est reconnu. Et en fait, toute la question est là, c'est la reconnaissance justement de ce droit à la réparation intégrale. Alors en fait, je vais vous surprendre un peu puisque ce n'est pas en fait la charte des sinistrés qui va traiter en premier lieu en tout cas de cette question. En fait, la première fois qu'on évoque le sujet, c'est le 27 février 1793. Il s'agit en fait d'un décret au moment de la Convention nationale. Et en fait, au moment des guerres révolutionnaires, l'État envisage de rembourser les sinistrés qui subissent des dommages du fait de la guerre. En fait, très rapidement, on va avoir de fortes limitations apparaître sur ce premier décret. Et quelle en est l'explication? C'est que c'est le Premier Empire, avec des guerres en permanence. Et finalement, très rapidement, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en réalité abandonné. En fait, il faut attendre 1871 pour que la question revienne sur le devant de la scène. En fait, qu'est-ce qui se passe? On sort de la guerre de 1870 et l'Assemblée nationale considère que par nécessité d'équité, de justice et d'intérêt politique, on ne peut pas laisser à la charge des départements envahis la réparation des dommages qu'ils ont subis lors d'un conflit concernant l'ensemble du pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est important puisqu'on pose véritablement, et pour la première fois, la question. Mais Thiers, qui est alors chef du pouvoir exécutif, et un certain nombre d'hommes politiques de l'époque, indiquent qu'en droit public, et d'après les arrêts nombreux de la Cour de cassation et du Conseil d'État, la guerre ne constitue qu'un cas de force majeure et qu'à par suite, elle ne pouvait engager la responsabilité civile de l'État. Donc en fait, un débat va s'ouvrir, et en fait, l'Assemblée nationale adoptera les 5 et 6 septembre 1871
une loi qui accorde un simple dédommagement aux populations sinistrées. Donc en fait, on est encore loin de la charte des sinistrés, mais on lit souvent qu'il n'y a pas d'antériorité quelque part à cette loi. En réalité, il y en a quand même, et on trouve un certain nombre de choses déjà en histoire. Alors, cette loi sur les dommages causés par fait de guerre, on appelle aussi la charte des sinistrés. En réalité, donc elle date du 17 avril 1919 précisément, mais en réalité, elle est déjà signalée un peu plus tôt, donc notamment dans l'article 12 de la loi de finances du 26 décembre 1914, qui déclare « Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles s'exercera le droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre ». Alors en fait, une longue réflexion va se mettre en place entre cette date que je viens de vous indiquer et la promulgation de la loi sur la fameuse charte des sinistrés. Et en fait, de très nombreux acteurs vont travailler sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, 8 ministères sont concernés à l'époque. Donc bien sûr, le ministère de la Guerre, ça va de soi. Ministère de la Justice, puisqu'on en a parlé en particulier, je reviendrai tout à l'heure sur cette question des tribunaux de dommages de guerre. Donc la justice était concernée directement. Les affaires étrangères, bien sûr. Les finances, l'intérieur, les colonies, la reconstitution industrielle et les régions libérées qui s'occupent directement en fait de ces questions. Et en fait, sur cette base, on va mettre en place un cadre juridique qui est en fait, et si on essaie de le caractériser, essentiellement provisoire, fonctionnellement fluide et structurellement applicable. Alors je vais l'expliquer. En fait, si on doit résumer cette loi sur les dommages de guerre, on peut la résumer de deux manières. Il y a un premier point qui est la question de la définition des dommages de guerre, qui est un premier aspect, et admettre au bénéfice du droit cette question des dommages de guerre. Parce que j'ai dit précédemment que c'est quelque chose qui, dans l'histoire, avait été évoqué, mais on n'était jamais arrivé au bout en fait, du processus. En fait, une phrase suffit à résumer l'issue de cette loi. La République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre. Tout est dit. L'État, cette fois-ci, reconnaît qu'il doit intervenir et rembourser finalement les sinistrés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, une fois que cette première étape est passée, c'est de rembourser tout simplement les sinistrés. Et c'est la question des modalités de calcul des indemnités. Alors, je vous lis un extrait de la loi. L'indemnité en matière immobilière et mobilière comprend le montant de la perte subie, évalué à la veille de la mobilisation, et celui des frais supplémentaires nécessités par la reconstitution des immeubles et meubles endommagés ou détruits. Et là, on voit immédiatement la question que ça pose, c'est qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'on parle de maisons totalement détruites, d'un mobilier qui a complètement disparu, et donc la base de ces dossiers de dommages de guerre, ce sera le déclaratif, c'est-à-dire qu'on va demander à chaque sinistré de déclarer tout simplement ce qu'il a perdu en immeuble et en meubles. Et je vais revenir tout à l'heure sur la manière dont ça se passait, sur la manière aussi dont c'était contrôlé. Alors, autre aspect intéressant et que je souligne immédiatement, c'est qu'en réalité, et la loi le précise dès le début, on ne va pas faire n'importe quoi avec ces dommages de guerre, parce qu'on lit beaucoup de choses aussi là-dessus, que certaines personnes ont touché des dommages de guerre, ont reconstruit beaucoup plus loin. En réalité, c'est très encadré, hormis dérogation, et je reviendrai tout à l'heure sur ces questions-là. En fait, la loi prévoit que le remploi doit par ailleurs avoir lieu en immeubles ayant la même destination que les immeubles détruits, ou une destination immobilière, industrielle, commerciale ou agricole dans la commune du dommage dans un rayon de 50 km sans sortir de la zone dévastée. Alors il y a un hic quand même, dès le début, c'est qu'en réalité, typiquement, toutes les personnes qui ont été expropriées, ça ne peut pas fonctionner, puisque notamment dans des zones de zone rouge, en fait, on ne pouvait pas reconstruire directement et on ne pouvait pas demander aux gens de s'inscrire dans un rayon de 50 km. C'était très compliqué. Donc, ce qui fait que progressivement, le système va être allégé et en particulier à partir de 1924, on va commencer à autoriser un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas reconstruire pour tout un tas de raisons à toucher une indemnité de dommages de guerre qui était versée en fait au départ de manière mensuelle. Alors, j'en arrive en fait, et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de cette loi, maintenant que je vous ai donné un peu le cadre juridique. L'article 20 de la loi sur les dommages de guerre annonce que, je cite, « Dans chaque département intéressé, des arrêtés fixeront le délai dans lequel il sera procédé à la constitution des commissions cantonales pour les dommages de guerre, le nombre des commissions par canton, ainsi que le siège. » Alors ça c'est très important puisque à partir de cette base de départ, cette loi, cette charte des sinistrés, on voit la manière dont les choses vont se mettre en place. Donc comment ça fonctionne? En gros, on confie à des commissions cantonales tout simplement la mission d'étudier tous ces dossiers de dommages de guerre. Donc de qui est-ce qu'elle est constituée? Et ça c'est très important. Un président qui est choisi dans le ressort de la cour d'appel par le premier président,
un délégué qui est désigné par le ministère des Finances ou des régions libérées, un architecte, sans surprise, un entrepreneur, un ingénieur, un commissaire-priseur, un greffier, un négociant, ou la loi le précise, en fait, toute personne possédant une compétence spéciale dans ce domaine. Alors cette commission, en fait, elle a un pouvoir très étendu, que je rappelle en fait immédiatement, puisqu'elle a déjà un pouvoir de contrôle. C'est-à-dire que tous ces dossiers de dommages de guerre basés sur du déclaratif vont passer dans cette commission et vont être en fait progressivement contrôlés. Elle pouvait d'ailleurs auditionner les sinistrés, elle pouvait se rendre sur les lieux directement, ou se faire représenter par un membre compétent pour vérifier les dires et écrits. Et en fait, cette commission, ce n'est pas une commission de bureau, hein, c'est des personnes qui, très concrètement, vont aller sur le terrain, dans les villages, et vérifier tout simplement ce qui se passe. Et ça, il y a de très nombreux témoignages. Quand vous étudiez ici, aux archives, les dossiers des coopératives de construction, on trouve en fait de très nombreux écrits qui racontent justement le passage de ces commissions cantonales. L'article 28 de la loi précise que la commission, je cite, s'efforce de concilier les parties, constate s'il y a lieu leurs accords et décide s'ils doivent être homologués. Dans ce cas, la conciliation est acquise et l'évaluation définitive. Donc ça, c'est ce qu'on trouve notamment en dernière page des dossiers de dommages de guerre. Le dossier, une fois qu'il est passé dans le cadre de la commission, il est corrigé ou non. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et il est homologué. Si par contre, il y a des accords, et il y a quelques cas, hein, finalement très peu, hein, moi, dans tous les dossiers que j'ai épluchés, j'ai relevé 5% seulement de dossiers de dommages de guerre qui ont fait en fait l'objet de contestation. Dans ce cas-là, en fait, on passe devant ce qu'on appelle un tribunal des dommages de guerre qui va trancher en dernier ressort. Alors, on peut monter plus haut, mais en réalité, ça a concerné 0,5% des dossiers, donc c'est complètement marginal. Alors, en fait, et il faut l'imaginer, j'en arrive tout doucement au terrain, que cette loi a suscité la publication aussi de nombreux livres et brochures, en fait, sur cette question des dommages de guerre. Alors, je vais vous en citer quelques exemples. En 1920, on publie un guide pratique pour la réparation des dommages de guerre. C'est publié d'ailleurs directement par le ministère des Régions libérées. Et en fait, ces livres ne sont pas destinés aux sinistrés directement, hein. Ils sont destinés aux membres de la commission cantonale, aux membres des coopératives de construction. Autre exemple, un ingénieur en fait, qui publie pour le guide pour l'utilisation des dommages de guerre, donc là qui s'adresse directement aux coopératives de construction, une revue des dommages de guerre, d'informations législatives, judiciaires, administratives et techniques est aussi publiée. Donc c'est quand même un sujet qui fait l'objet de nombreux ouvrages. Et un dernier exemple, alors cette fois-ci un peu plus, entre guillemets, un peu plus intéressant et un peu plus engagé, sinistré, point d'exclamation, voici vos droits. Alors là, typiquement, ça s'adresse aux sinistrés pour aider les personnes, et ça je vais en parler tout à l'heure, à remplir les dossiers de dommages de guerre. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'on est sur des populations issues du 19e siècle et qui n'ont pas, en particulier dans le milieu rural, l'habitude de remplir ce genre de dossier. On leur demande quand même de faire des calculs de valeur 14, valeur 19. Hein. C'est quelque chose qui est pas évident quand on connaît en plus l'inflation à l'époque. Alors, j'en arrive, donc je vais vous montrer un exemple de livre, justement, sinistré, voici vos droits. Voilà, qui est d'ailleurs conservé aux archives départementales de l'Aisne. Alors, j'en arrive au dossier de dommages de guerre. Alors ça n'est pas un dossier de dommages de guerre, hein. C'est un procès verbal de conciliation dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, comment se compose un dossier? En fait, la première page, elle établit tout simplement l'état civil du demandeur et la raison pour laquelle tout simplement il remplit son dossier. Donc on va trouver des choses assez classiques, hein, en tout cas aujourd'hui. Nom, prénom, lieu et date de naissance, son état au lendemain de la guerre, le lieu des dates de son mariage, le régime adopté, la profession, l'adresse actuelle, la nationalité et enfin la qualité pour réclamer. Alors, on trouve effectivement mariage, régime adopté. Alors c'est très important parce qu'il y a de très nombreuses veuves qui vont justement déclarer des pertes subies et le statut, le régime en fait est très important dans la manière ensuite dont ça va être étudié. Il y a de très nombreux cas de constitution de conseil de famille et je reviendrai tout à l'heure sur cela qui a souvent été d'ailleurs un problème. Deuxième page, deuxième et troisième page d'ailleurs, hein, parce que c'est un feuillet qui s'ouvre, une forme d'A3 hein, tout simplement, on trouve toutes les parties qui correspondent à l'évaluation. Donc j'ai dit, hein, il y a 5 catégories de dossiers de dommages de guerre, je m'intéresserai à la première, dossier de dommages de guerre immobilier, et à la seconde sur le mobilier. En fait, on va trouver tout d'abord la liste de tout ce qui a été détruit. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la première colonne. Deuxième colonne, la valeur perte subie, valeur 1914. Troisième colonne, la somme demandée, valeur 1919. Et une quatrième colonne, qui s'intitule frais supplémentaires et qui représente donc la différence entre la perte subie et la valeur de remplacement. Et je cite la loi,
calculé en tenant compte soit du prix de remplacement si celui-ci a été dûment effectué, soit de la valeur de remplacement au jour de l'évaluation s'il n'est pas encore réalisé, sont en outre accordés pour les biens, meubles et immeubles. Et donc, en dernière page, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on trouve l'avis de la commission. Donc en général, il y a un rapport détaillé, et très souvent, quand on regarde les dossiers de dommages de guerre, ils sont corrigés à l'encre rouge, c'est-à-dire qu'en fait, on a modifié un certain nombre de montants. Donc ça, c'est la commission cantonale qui étudie et revient en fait sur les chiffres, et les éléments sont recalculés. S'il y a accord, donc ils sont homologués, c'est le terme qui est utilisé à l'époque. Si des accords, on passe ensuite au tribunal des dommages de guerre, en tout cas si on n'arrive pas à trouver un accord global. Alors en fait, le bilan de ces mesures étatiques sur le terrain est en réalité assez contrasté. Sur le papier, tout fonctionne très bien, hein. Tout ce que je vous ai décrit est assez simple, hein. Une loi qui prévoit tous les cas de figure, des dossiers sont distribués aux populations sinistrées, la commission cantonale se charge de les étudier, de les analyser, mais en réalité, sur le terrain, c'est très compliqué, puisqu'en réalité, les populations ne sont pas habituées à remplir ce type de dossier. Alors, le premier élément, c'est que la promulgation de la loi sur les dommages de guerre va susciter chez les sinistrés de nombreux malentendus au départ et souvent une mauvaise interprétation des procédures qui allaient en découler. Alors je vous lis un extrait du Réveil des morts de Roland d'Orgelès qui décrit justement une de ces situations. Le jour où l'on sut que la loi sur les dommages de guerre était enfin votée, Crécy fut dans la joie. On se jeta sur les journaux que les soldats apportaient de Soissons. Ces colonnes de textes serrés que les sinistrés éplés sans toujours bien comprendre. C'était bien pour eux la promesse que leurs épreuves allaient finir. Le jeune architecte reçut bien la visite de 20 habitants qui voulaient se faire expliquer la loi et qui demandaient tous « À votre idée, quand est-ce qu'on commencera chez moi ?» Chacun ne voyant que sa commune parmi les 3500 que les obus avaient ravagés, les gens de Crécy, comme ceux d'ailleurs, étaient convaincus que terrassiers et maçons allaient affluer dès le lendemain, tant il leur semblait impossible qu'on trouvât tout au long du front un bourg plus dévasté que le leur. Canivet, toujours bien informé par des messieurs de passage et des grands chefs américains, généralement motocyclistes, répondait à qui voulait l'entendre que Clémenceau avait dit « Le chemin des dames d'abord », et pour une fois, tous les sinistrés le croyaient, tant cela leur semblait raisonnable. Alors, en fait, au-delà de cet élément-là, hein, on a d'autres témoignages, hein, donc d'une dame, hein, d'une interview, bon, je ne citerai pas son nom, bon, elle est publiée dans ma thèse, mais là je ne vais pas citer son nom, mais Madame X, entre guillemets, se souvient, je cite, « Ça n'avançait pas. Les travaux ont été arrêtés parce que les dommages de guerre n'arrivaient pas. Alors, grand-mère, silence significatif, dans les dommages de guerre, comme dans un incendie, on ne retrouve jamais ce qu'on a perdu. Elle, donc elle parle ici de la commission des dommages de guerre de Borrieux, ne s'occupait pas de son dossier et il n'y avait pas de fin qu'on s'occupe de sa maison. Monsieur Guibert, instituteur, a pris ça en main et elle a pu avoir sa maison. Heureusement, on y serait encore. » Alors en fait, tous ces éléments-là, c'est ce qui a amené à ce qu'on a trouvé ensuite dans la presse, hein, les pouvoirs publics contre les sinistrés. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va trouver dans l'Avenir de l'Aisne le 2 janvier 1924, et le scandale des régions libérées qu'on trouvera dans l'Humanité le 13 août 1921. Alors cette réaction dont on garde en fait des souvenirs souvent plusieurs générations avant les faits, montre à quel point l'espoir a vite cédé devant l'incompréhension face à une administration visiblement peu capable de donner satisfaction aux sinistrés. Alors plusieurs raisons expliquent les difficultés ressenties par les sinistrés. Alors il y a un premier élément, c'est que la masse de dossiers est considérable. Je rappelle quand même qu'en 1919, on met en place ces éléments-là, et qu'en 1924, l'essentiel des dossiers ont été traités. Donc quand on le regarde de très haut, le système en réalité a très bien fonctionné, hein. Le système des dossiers de dommages de guerre a bien marché. Mais pour les sinistrés, tout ça paraît très long, mais long aussi parce que l'administration tout simplement est dépassée par le phénomène en fait à gérer, hein, tout simplement. Bon, il y a un deuxième élément qui est lié aux lenteurs administratives, mais cette fois-ci dans le déblocage des fonds, puisqu'en fait, je rappelle que la France a recours à l'emprunt national, hein, pour financer les dommages de guerre. L'Allemagne ne paie pas, en tout cas, et ça c'est un problème finalement assez rapidement, et donc les financements sont très compliqués. On a de très nombreux témoignages notamment qui indiquent qu'à la fin de la période de construction, donc pour les gens qui ont eu leur maison en 1927-1928, on a des témoignages de maçons qui disent qu'ils secouaient des sacs de chaux vides au-dessus des tas de sable. Parce qu'en fait, on manque d'argent, les financements sont plus compliqués, et ce qui explique d'ailleurs l'état de dégradation de certaines maisons construites sur le tas. Il y a un autre élément qui est aussi à prendre en compte, c'est le statut. Et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vais prendre en fait un exemple, je vais prendre l'exemple de la famille Després, qui possédait en fait une ferme dans une ancienne abbaye à Barisy-au-Bois. Alors au printemps 1914, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre cette histoire, qui est assez terrible d'ailleurs,
un orage qui était habituel en fait dans cette partie de l'Aisne va ravager complètement la récolte et tout simplement à l'époque hein, les cultivateurs ne sont pas assurés hein, comme ils le sont aujourd'hui et donc tout simplement ils vont perdre toute leur récolte et ça fait plusieurs années qu'ils perdent toute leur récolte. Donc en fait ils vont mettre en vente la propriété, ils vont mettre en vente l'abbaye et ils vont signer un jour avant la déclaration de guerre. Donc l'abbaye est vendue. Mais la fille, qui s'appelle Cellier-des-Prés, en fait, hein, Madame Cellier-des-Prés, qui était la fille du propriétaire de Barisy, a fait juste à ce moment-là un très bon mariage avec un cultivateur de Jumigny, donc avant la catastrophe. Donc elle se marie avec lui, elle a 2 enfants qui en fait sont en bas âge, hein, 2 ans et 3 ans, et en fait elle va perdre son mari en 1917 à Verdun. Il décède en fait à l'hôpital, hein, il est grièvement blessé, elle se retrouve donc veuve avec ses 2 enfants. Alors cette veuve va remplir, comme tout le monde, hein, son dossier de dommages de guerre, et je précise qu'au moment où elle est allée le voir, en fait, hein, juste avant qu'il décède, elle est revenue chez elle, et sa valise se trouvait sur le pas de la porte de la ferme, puisque sa belle-sœur, en fait, avait volé le bail de propriété dans l'armoire. Ceci étant dit, elle va donc monter son dossier de dommages de guerre, puisque ses enfants ont droit, hein, quelque part, et rentrent en fait dans la succession qui va démarrer. Et en fait, elle va bénéficier d'un ensemble de phénomènes, en tout cas assez malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, elle va remplir son dossier de dommages de guerre, et il va y avoir constitution d'un conseil de famille. Et donc, qui on retrouve dans le conseil de famille? On retrouve le grand-père, qui, bien sûr, est du côté de sa fille, dans la mesure où il l'a autorisé à prendre le bail dans l'armoire. Donc ça, c'est le premier élément. Et surtout, on va trouver un beau-frère qui est en fait le notaire qui s'occupe en fait des actes. Donc en fait, on voit le jeu des réseaux se mettre en place, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la question des abus qui est évoquée. Et donc, elle va tout simplement, et c'est le terme qui est en tout cas utilisé, elle va être littéralement spoliée. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans très nombreux dossiers de dommages de guerre. Et qui fait que on va avoir de très nombreuses réactions. Et je vous lirai tout à l'heure un extrait. À partir du moment où vous savez vous défendre, vous savez remplir un dossier de dommages de guerre, vous êtes soutenu, vous avez la possibilité de vous en sortir. Pour les gens qui n'avaient pas la possibilité de le faire, ça a été en réalité extrêmement compliqué. Alors, c'est ce qu'amène d'ailleurs la presse à titrer de grande arnaque. Et je vous lis d'autres extraits. Hein. La reconstitution des régions dévastées est-elle compromise? La réponse étant capitale, oui, si l'on persiste dans les errements actuels qui favorisent les gros au détriment des petits. Alors j'ai voulu, dans ma thèse, remettre un peu en perspective tout ce que je viens de vous dire. Et donc j'ai dépouillé tous les dossiers de dommages de guerre encore conservés, parce que je rappelle que 80% des dossiers de dommages de guerre ont été détruits, hein, parce qu'il y a eu un échantillonnage. Et j'ai donc essayé de répondre à cette question. En fait, quand on cumule tous les dossiers de dommages de guerre, j'ai fait une analyse de données sérielles, hein, tout simplement, et j'ai repris la perte subie valeur 14, la somme demandée valeur 19, et en fait j'ai déflaté la somme valeur 19 pour la remettre dans sa valeur 1914, puisqu'en fait on a besoin de cette donnée-là pour pouvoir rendre les valeurs comparables, et j'ai du coup obtenu un coefficient multiplicateur entre la valeur 14 et la valeur 19, qui m'a permis de voir où se situaient les abus. Alors de manière générale, quand on prend en fait le tableau, on se rend compte que les coefficients multiplicateurs des dossiers de dommages de guerre sont en tout cas très acceptables et très proches les uns des autres. Hein. On est en moyenne à 2,53 et les extrémités vont dans la moyenne en tout cas hein, de 1,32 à 2,80. Donc pour 98% des dossiers de dommages de guerre, on est sur quelque chose en fait d'assez juste. Hein. Et la commission cantonale du coup répond bien à ce genre de choses. Par contre, lorsqu'on regarde un certain nombre de dossiers d'assez près, on observe des choses un peu plus curieuses avec des coefficients multiplicateurs de l'ordre de 9 à 10 points, ce qui est là est considérable en fait. Hein. Alors, ça concerne effectivement souvent des châteaux, des demeures assez importantes. Alors, il faut faire attention aussi parce qu'il faut bien regarder de quoi on parle. En réalité, quand on parle d'un château, il est évidemment que les coûts de reconstitution ou de reconstruction sont quand même souvent assez élevés. Alors après, je me suis intéressé à un cas en particulier qui a justement attiré mon attention et qui met en fait en lien le jeu des réseaux. En fait, je reviens donc au cas que j'évoquais tout à l'heure, hein, de la famille Cellier. Louis Cellier, en fait, qui est le propriétaire, qui a un coefficient multiplicateur très important, hein, de 7. En réalité, il est maire de sa commune, premier élément.
Je l'ai dit, un membre de sa famille, en fait, tout simplement, est notaire, hein, donc c'est quelque chose qui peut aider. Il fait partie de la coopérative de reconstruction. Son neveu est entrepreneur de maçonnerie, donc on le retrouve aussi dans la coopérative de reconstruction. Et il entretient des relations très amicales avec le député de l'époque. Donc en fait, et on voit finalement un réseau se constituer. Alors, je ne parle pas ici de malhonnêteté, en fait, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, il faut faire très attention à ce que je dis, mais en réalité, quand vous regardez tous les éléments, vous vous rendez compte que les gens qui étaient dans les commissions, qui y ont participé, etc., ont été beaucoup plus vite servis, et qu'à la fin du processus de reconstruction, et notamment parce que les moyens manquent, parce que les dossiers sont moins bien remplis, etc., on a des coefficients multiplicateurs qui s'affaissent tout doucement. Voilà. Mais pour remettre en perspective de manière générale, 98% des dossiers sont dans la moyenne et seulement 2% des dossiers conservés ont cette marge, en fait, ce coefficient multiplicateur un peu surprenant. Alors, certains articles de presse, en fait, vont confirmer cet état de fait. Aujourd'hui, l'État est dans les mains des industriels et des seigneurs terriens. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, il y a maintenant deux classes de sinistrés. La première, qui ne comprend que les gros, comme on dit chez nous, grands bourgeois, qui dès 1919 n'étaient plus de vrais sinistrés, au sens vrai du mot, c'est-à-dire des malheureux par la justice du sort. L'article en fait est signé de Doucedame, qui est conseiller général de l'Aisne et secrétaire du comité d'action des régions dévastées, et qui est un homme de gauche en fait. Donc c'est important aussi de remettre tout ça dans la perspective de l'époque. Alors la presse en parle aussi, les chiffres le prouvent, et en fait le réveil des morts de Roland d'Orgelès donne aussi une idée des capacités respectives de chacun à défendre ses intérêts. Alors je vous lis un extrait qui est là encore assez intéressant. L'homme d'affaires heureusement s'interposa. Parlons sérieusement, fit-il en sortant des papiers de sa serviette. À combien évaluez-vous votre maison? La question embarrassa Jardinier. Je ne peux pas dire au juste, mon dossier n'est pas encore prêt, il faudra voir. Tout de même, vous avez bien une idée. Canivet se tortillait, ça l'ennuyait de donner un chiffre. J'en ai parlé à monsieur le Vaudoyer, l'architecte, finit-il par dire, eh bien il compte 10 000 francs valeur 14. Les deux Vauroux sursautèrent sur leur tabouret. 10 000? Il se moque de toi, ton architecte, s'emporta le mari. L'argent ne lui coûte pas cher, railla la grosse. Croyez-moi, mon bon ami, pas d'exagération. Il y a des milliers de sinistrés comme vous, ne l'oubliez pas, que chacun enfle ses dommages seulement un peu, et c'est la banqueroute. L'impossibilité de reconstruire, soyez raisonnable, nous n'avons pas le droit de signer notre paix. Alors en fait, et on le voit ici, les rivalités intestines à chaque village prenaient souvent le pas sur les difficultés de l'administration, chacun essayant de faire de l'argent le plus adroitement possible ou de profiter de la crédulité de certains pour acheter des dommages de guerre. Et en fait, le statut social de chacun était donc primordial quant au remboursement et en fait demeure un élément explicatif essentiel. Alors en fait, et de manière générale, et ce sera un peu le mot de la fin, ce qu'il faut noter malgré tout dans cette question des dommages de guerre, c'est que l'État, dès 1919, se transforme, ça devient un État interventionniste. C'est quelque chose de nouveau, la loi sur les dommages de guerre c'est nouveau, ces formulaires c'est quelque chose d'assez nouveau aussi, donc l'État va intervenir, et en fait on peut lire dans cette question des dommages de guerre et dans cette période de reconstruction les prémices de l'État-providence qu'on connaît aujourd'hui. L'État-providence qui va apparaître après la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité on a vraiment les prémices dans ces régions dévastées d'un État qui, et aux côtés des sinistrés, intervient, et globalement, et je le redis, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui a permis de reconstruire l'Aisne en tout cas, et les régions dévastées dans un temps, il faut le dire, record en fait. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez des questions. Bon, je vais sauver certaines personnes. Enfin, qu'est-ce que vous appelez facteur 1,5, facteur 2? Ça veut dire qu'on double le prix par rapport à... Alors en fait, j'ai tout simplement calculé l'écart entre la somme valeur 1914 et la somme 19 déflatée. Et en fait, ça me donne un indicateur qui me donne une moyenne tout simplement, et qui me permet après d'observer quels sont les gros écarts par rapport à la moyenne. Et ça m'a permis d'identifier les dossiers qui potentiellement étaient curieux, voilà, et de travailler sur ces dossiers, parce que ce qui est important, c'est aussi de bien comprendre. Dans certains cas, ça s'explique complètement, c'est-à-dire qu'on a parfois des coefficients neufs, mais en réalité, ça s'explique parce qu'on est sur un monument historique, il faut le reconstituer à l'identique, et donc on est sur des financements très lourds en fait pour l'époque. Mais c'est une méthode de calcul
qui permet, qui permet de cerner la question des dommages de guerre et de répondre à cette question des abus potentiels. Après, il faudrait le mener sur tous les dossiers, mais c'est un travail phénoménal, parce que moi, je l'ai fait que pour les 36 communes du chemin des Dames, c'était déjà beaucoup, mais il faudrait réussir à dépouiller tous les dossiers de l'Aisne, tous ceux conservés, pour avoir une idée un peu plus précise. Et après, il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de pincettes, puisque en réalité, j'ai dépouillé 20% des dossiers qui ont existé. Et c'est des dossiers qui ont été, alors je ne sais pas comment l'échantillonnage a été fait précisément, mais en tout cas qui ont dû à l'époque être jugés comme étant assez représentatifs. Donc voilà, toujours, il faut toujours faire attention en fait dans la manipulation. Typiquement pour la commune de Jumigny, le seul dossier conservé est celui-là, qui est le gros cultivateur de Jumigny, mais on n'a pas les autres dossiers. Donc en fait, on ne sait pas, je ne sais pas quels ont été les coefficients multiplicateurs pour les autres. Voilà. Et l'inflation, elle a été à peu près de combien entre 14 et 19 ? Oh, ça, je pourrais. Attendez, je vais vous donner un exemple de chiffre et vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Je vais vous donner plusieurs exemples. Voilà. Alors, si on prend donc ici pour une maison en fait à Vendresse, la perte subie valeur 1914, on est sur 60 373 francs. Et la somme demandée valeur 1919, elle est de 202 249 francs. Donc c'est phénoménal. Donc si je déflate, en fait, si on compare les 60 373 francs valeur 14, le demandé valeur 14 après déflation serait de 79 845. Donc en gros, environ 19 000 francs de plus. Je ne parle pas en euros. Et ça donne une idée, hein. On est sur du 2,53 quand même, hein. C'est quand même une très forte inflation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Oui. On parle de rachat de dommages de guerre. Ça consiste en quoi exactement? Alors en fait c'est très simple, c'est-à-dire que vous passez devant notaire et vous vendez vos dommages de guerre, mais les personnes qui rachetaient les dommages de guerre rachetaient la loi avec. C'est-à-dire qu'en fait vous aviez cette question du périmètre, etc., qui était applicable. Ce qui a posé beaucoup de problèmes en fait, hein, très vite, et c'est pour ça qu'à partir de 1924, la question des périmètres est revue. Mais vous achetez l'ensemble. Alors il y a une anecdote intéressante, on conserve au musée un document d'archives qui est assez passionnant, qui est un bout de papier. Sur la partie gauche, il y a écrit Monsieur Intel vend, Monsieur X vend à Monsieur Y ses dossiers de dommages de guerre, c'est signé, et à droite, Monsieur Y achète les dossiers de dommages de guerre de Monsieur X. Et les personnes ne sont pas passées devant notaire, ils ont fait ça sur la table du café du village. Et la personne s'est fait avoir dans les grandes largeurs, puisqu'en fait, a racheté les dommages, mais la personne qui les avait vendus est en fait restée propriétaire. Voilà. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup, hein. Dans les dossiers de coopératifs sont passionnants à lire. C'est souvent très drôle d'ailleurs, puisqu'on se bat pour un clapier à lapin, il y a des centaines de lettres écrites, etc. C'est très très riche. Hein. Il y a des communes qui ont racheté des dommages de guerre aussi. Alors ça, moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'était possible. Hein. Le système des dossiers de dommages de guerre permettait justement le rachat, donc à partir de là, tout était possible. Les dossiers de dommages de guerre concernent aussi les communes, les hôpitaux? Alors complètement, en fait, les communes ont procédé de la même manière que les particuliers. Dossier de dommages de guerre catégorie 1 pour l'immobilier, catégorie 2 pour le mobilier, y compris pour les églises, mais avec un statut particulier, puisque les églises ont été gérées par les sociétés coopératives de construction des églises dévastées. Et donc elles ont été gérées de manière séparée. Mais c'est quand même les communes qui ont dressé les dossiers de dommages de guerre des églises. Hein. De la même manière que pour la mairie, le presbytère, l'école, etc. Enfin tout ce qui était les bains-douches, je pense à Villy-sur-Aisne, il y a cet exemple-là qui est assez intéressant. Les biens mobiliers, c'était pas compliqué, les meubles, Alors, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup parler en général, puisque on est face à des listes complètes de mobilier. Alors, ça va de la table Louis XIII dans certaines maisons à la petite cuillère en passant par la paire de chaussettes. Et donc, souvent, je suis pas mal intervenu sur cette question-là, et on me dit, mais comment est-ce qu'il était possible de vérifier le dire en fait des sinistrés? Bon, en fait, c'est très compliqué. Je pense que tout ça se faisait aussi en bonne intelligence, c'est-à-dire que la commission passait les dossiers, et en fonction du type de maison, du nombre de pièces, etc., il devait trouver en tout cas un accord. Après, il y a un cas intéressant à Villy-sur-Aisne, et alors là, le dossier est consultable ici, et je vous conseille d'aller le voir. Donc, c'est l'antiquaire L'Épicier, en fait,
Et alors là, c'est passionnant puisqu'elle a dessiné entièrement son intérieur après la guerre, mur par mur, elle était antiquaire. Hein. Et donc elle a décrit précisément, mais c'en est fou, c'est-à-dire qu'on se dit mais comment elle a pu faire une chose pareille en fait. Et donc chaque objet a un numéro qui renvoie à une liste, et donc il y a des milliers d'objets référencés. Donc c'est sûr qu'on va d'un extrême à l'autre. Hein, voilà. Pardon, oui. Mais pour le mobilier, comme pour le reste, pour faire son dossier de dommages de guerre, on faisait ses listes et il fallait avoir des témoins. Au moins 2 témoins, plus le maire qui signait pour dire que c'était exact. Alors oui, bah, de toute façon, dans les commissions cantonales, vous aviez de toute façon des représentants. Hein. Enfin, je vous ai décrit le nombre de personnes hein, qui s'y trouvaient. Et de toute façon, alors les témoins, pas forcément, parce que c'est souvent signé du maire, mais il y a de nombreux cas où ça n'est pas du tout signé, hein, où les dossiers arrivent, passent en commission et sont évalués comme ça. Et moi, j'en ai vu de nombreux, j'ai peu vu de signatures quand même de témoins ou de maires, en fait. Hein. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas précisé du tout dans le cadre légal. Hein. Hein. Mais après, ça devait être qu'un plus, hein, je suppose. Hein. Oui. Alors moi, j'ai pas de date en tête, mais de toute façon, on considère que dès 1924, l'essentiel des dossiers ont été traités, voilà, administrativement. Hein. Mais bon, je pense que ils ont eu la possibilité de déposer jusqu'en 25-26. On considère que la reconstruction se termine officiellement en 1927. En réalité, on sait que c'est plutôt 1932, puisqu'il y a de très nombreuses églises qui sont inaugurées au début des années 30. Voilà. Donc ça donne une idée un peu de chronologie. Oui. Moi, je voudrais parler de Coucy-Château, où la reconstruction s'est faite dans de très mauvaises conditions, et c'est surtout fait très très peu de reconstruction. Et j'ai un peu de mal à suivre vos coefficients que vous donnez, parce que finalement, nous, à Coucy, on n'a aucune maison qui a pu être reconstruite à l'identique, avec des proportions même, c'est même pas la moitié de la maison qui a été reconstruite. On peut avoir un magasin, ils ont 2 maisons, avec rez-de-chaussée, étage, grenier. Ils ne vont refaire qu'une seule maison avec simplement un rez-de-chaussée et un grenier. Donc on a l'impression que là, c'est même pas la moitié de leur valeur qu'ils ont eue. Alors en si fait, on prend l'hôtel Bellevue, on ne le voit pas de l'extérieur, mais dès le premier étage dans la cour, on est déjà mansardé. Et il nous manque tous les bâtiments annexes. alors, là, moi je suis pas un spécialiste de Coucy, mais en tout cas, je sais que c'est une histoire particulière hein, liée déjà à ça. Maintenant, ça demanderait de sortir les dossiers et de faire cette analyse, c'est-à-dire de prendre tous les montants 14, 19, de faire la déflation et de regarder quels sont les coefficients pour voir effectivement, et peut-être de comparer avec d'autres communes, ce serait intéressant. Mais je ne l'ai pas fait, donc en fait c'est compliqué de vous répondre. Par rapport à la somme qui était attribuée comme dommage de guerre, est-ce qu'il est pensable que des personnes n'aient pas tout utilisé pour reconstruire? C'est possible. C'est possible, mais l'élément, c'est que les mémoires en fait, des entrepreneurs étaient en général directement réglées par les coopératives de reconstruction, parce qu'en fait, il y a peu de sinistrés qui ne sont pas passés par les coopératives. Donc très vite, les sinistrés ne voyaient pas l'argent directement, c'était versé aux coopératives de reconstruction qui réglaient les travaux. Voilà. Donc ça me paraît compliqué. Je pense que si les sommes ont été fléchées sur un sinistré, ça devait être hormis abus, hein, mais bon là je ne connais pas le dossier précisément, mais ça me paraît peu probable. Je pense que c'est plus lié à la valeur 14 et la valeur 19 rendue en fait. Oui monsieur. Alors complètement, c'est-à-dire alors j'aurais pu vous mettre un exemple hein, de dossier, mais effectivement c'est très ressemblant. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui font plus de pages de mémoire, mais qui sont assez semblables en fait. Hein. On reprend la même chose et les mêmes principes, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que la situation était la même en Belgique, par exemple? Alors ça, je ne sais pas du tout. Non, ça, j'ai pas du tout travaillé sur cette question-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre d'ailleurs, mais... Oui. Une précision pour la personne qui a posé la question sur les dommages de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont conservés aux archives départementales. Alors malheureusement, il y a eu aussi une politique d'échantillonnage qui fait qu'on en a conservé, je crois, à peu près un septième. Mais il doit y avoir encore de mémoire entre 13 et 16 000 dossiers qui sont conservés.
Et effectivement, comme vous dites, ils paraissent un peu plus étoffés En fait, c'est des formulaires plus costauds, enfin, il y a plus de pages. Bon, après, pour les personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là, il faut beaucoup de courage, hein, parce que c'est très aride à analyser, décortiquer, c'est des montagnes de dossiers en fait. Hein, donc, mais on apprend énormément de choses, et en particulier pour les personnes qui travaillent sur le 19e siècle, c'est passionnant, parce qu'en fait, on a les intérieurs des gens. Donc ça nous renseigne bien sûr sur la reconstruction, mais aussi sur toutes les problématiques d'avant-guerre. En particulier dans des villages où on aurait sans doute on aurait aucune documentation. S'il n'y avait pas eu ces dossiers, ce serait beaucoup plus compliqué de raconter quelque part la vie au quotidien dans ces zones-là. Et pourquoi on peut retrouver des dossiers qui sont remis en cause par les propriétaires et qu'on retrouve aux archives à Paris? Ah oui, mais alors parce qu'en fait, il y avait plusieurs étapes, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas d'accord avec la commission cantonale, vous passiez devant le tribunal des dommages de guerre, et si vous n'étiez pas d'accord, vous aviez possibilité de faire appel, et là, ça se passait à Paris. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un archivage dans les archives nationales. Hein. Mais c'est peu de dossiers. Hein. Moi, honnêtement, c'est moins d'1% pour ceux que j'ai épluchés. Hein. C'est complètement marginal. Hein. Parce que l'idée, la loi le précise, c'est de trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc, bon, hormis gros problèmes, en général, quand même, ils arrivent à s'entendre. Oui. Oui, est-ce qu'il y avait une petite place au point de vue financier pour restaurer les très beaux jardins, les bois, etc., qui ont été dévastés par la guerre? Alors complètement, c'est une catégorie encore à part. Donc la question des bois est traitée avec les domaines agricoles. Et c'est pareil, ça fait l'objet de dommages de guerre, de descriptions de la même manière. Il y a le Mont Sapin, j'ai cet exemple-là en tête, mais un peu après Bourg-et-Commun. Et c'est pareil, je vois bien le dossier de dommages de guerre. Le nombre d'arbres est compté, combien d'arbres encore debout, combien d'arbres inutilisables, combien d'arbres mitraillés, etc. Tout est décrit. Donc ça fait l'objet de dossiers de dommages de guerre. Il y a des dossiers spécifiques pour l'industrie, donc là aussi, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien pensé, hein, le système est quand même assez pertinent, en fait. Oui. Le dispositif a été utilisé aussi également pour les reconstructions des églises. Alors complètement. En fait, les communes remplissaient leur dossier de dommages de guerre pour leurs églises, et à partir de là, c'est très souvent les coopératives de reconstruction des églises dévastées qui ont procédé, une fois les fonds obtenus des dommages de guerre, aux reconstructions. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs qu'on est autant reconstruit, hein, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu ces coopératives des églises dévastées, ça aurait été très compliqué, parce qu'on a quand même pas mal de conseils municipaux qui, quand on lit les registres, n'étaient pas particulièrement favorables à la reconstruction de l'église. Donc c'est vraiment ces organismes qui ont permis de les reconstruire. Je pense à Crâne, il y a le village de Crâne, quand on lit le registre, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a de gros débats sur cette question. Est-ce qu'il faut reconstruire l'église, de quelle manière, etc. Mais ils ont rempli leur dossier de dommages de guerre. Et comme il y a un autre aspect, c'est que les sommes ne pouvaient pas être fléchées sur une autre destination, c'est ce que précise aussi la loi, bon bah finalement ils ont quand même reconstruit, parce qu'en réalité il fallait utiliser les sommes. Hein. Et les archives des commissions des coopératives de reconstruction ont été enlevées par les Allemands, et on trouve beaucoup dans le rachat des cloches les dommages de guerre qui sont intervenus. Complètement. Et quand on regarde les dossiers communaux, c'est pareil, on trouve les devis, factures, etc. Et souvent les cloches, c'est très intéressant quand on travaille dessus, puisque on les fait refondre. Et souvent il y a un lien entre l'avant-guerre, donc les marraines souvent d'avant-guerre, et les marraines d'après-guerre. Et souvent il y a un mot que les chrétiens d'hier soient aussi bons que ceux de demain, etc. Enfin là, j'ai quelques mots comme ça en tête. C'est assez intéressant. Oui. Alors elles sont conservées, il faut venir ici pour les consulter. Alors il n'y a peut-être pas tout, mais moi j'ai le souvenir qu'il y avait quand même beaucoup de dossiers. Hein. Alors, il y a quelques-uns, et moi je suis en charge des archives conservées dans les communes, et il y a 2-3 ans maintenant, j'ai collecté les archives à Laure et à Pinicourt. Donc là on est du côté de Neufchâtel-sur-Aisne, et j'ai été surpris en fait de voir dans le fonds d'archives communales des dossiers finalement de dommages de guerre pour des particuliers. Et normalement les dossiers de dommages de guerre pour les particuliers n'ont rien à faire dans le fonds communal, hein, puisque le dossier doit être conservé par particulier, et finalement j'avais déduit que c'était le dossier de la coopérative qui avait dû arriver en fait, qui était conservé dans la mairie. Donc de mémoire pour le village de Pinicourt, il doit y avoir une trentaine de
un échantillonnage beaucoup plus représentatif finalement que ce que l'on a aux archives départementales dans la série 15R, puisque bon, ça a été, enfin, vous l'avez déjà un peu signalé, l'élimination en fait a été réalisée dans les années 50 par le directeur des archives, étant donné qu'il n'avait déjà plus assez de place dans ses locaux. Donc il y a eu l'autorisation de la part des archives de France pour éliminer. Alors à l'époque, c'est des dossiers qui n'intéressaient pas trop, parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on ne s'intéressait pas trop à la reconstruction de la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui, en pleine période de commémoration, on regrette vraiment toutes ces éliminations, parce qu'on a sans arrêt des personnes qui viennent consulter ces fonds-là aux archives départementales. Alors dans les dossiers des coopératives, il y a un élément intéressant, c'est que souvent, pour les communes, on retrouve quand même les montants. C'est-à-dire qu'on a un état des comptes, etc. Donc ça permet quand même de reconstituer, même si on n'a plus les dossiers de dommages de guerre, les montants par commune, quand on a la chance d'avoir les dossiers en question. Mais c'est des dossiers vraiment passionnants, enfin, il y a énormément de choses en fait dedans. Oui. J'habite à Pinon, où il y avait un château plutôt remarquable, qui a été complètement détruit, ainsi que son jardin, qui n'a jamais été reconstruit. Alors, on essaie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu être fait de ces dommages de guerre, mais voilà, on ne trouve pas de traces, on peut trouver des... Alors, la famille qui possédait, c'est toujours la famille qui possède, alors c'est pas non plus très simple d'aborder le sujet avec le propriétaire, mais voilà, on n'a pas d'éléments. Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément d'explications possibles. Il y en a une qui serait peut-être à privilégier, c'est qu'ils ont fait le choix en fait, de ne pas reconstruire, et à partir de là, ils touchaient une rente. Donc ça, c'est prévu dans la loi, hein, c'est-à-dire qu'ils touchent une rente justement sur ces dommages de guerre. Voilà. Pardon ? Ah oui, mais alors là, c'est une question à part, c'est-à-dire que là, c'est un choix. On fait, pour le château, en tout cas. En fait, j'ai pas entendu la question, j'ai pas compris la question. Alors moi, je suis pas, enfin, si je peux pas répondre directement, mais en fait, pourquoi le château n'a pas été reconstruit? C'est en fait, c'est un choix. Personne n'imagine le prix que ça coûte. Ça ne va pas arrêter à ça. Ouais, mais enfin, moi, de mémoire, en tout cas dans ce que j'ai lu, c'est un choix quand même. Hein. C'est un choix qui a été assumé, de laisser en fait le château en ruine pour aussi montrer les dégâts réalisés par l'armée allemande en fait, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, dans un premier temps, c'est le choix qui a été fait. Est-ce que l'Allemagne a quand même payé non? Bah, en fait, non. Enfin, c'est-à-dire que ils n'ont pas réglé ce qu'ils devaient régler. Bon, ça, c'est une question, c'est pareil, qui est extrêmement compliquée, parce qu'on dit, oui, les Allemands n'ont pas payé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont plus d'argent, tout simplement, hein, au moment où ça se passe. On va envahir la Ruhr pour se servir en matériaux, mais il faut quand même rappeler que l'invasion de la Ruhr est très largement à l'origine, en tout cas, un des aspects explicatifs ou une des racines de la montée du nazisme par la suite. Donc, voilà, de toute façon, on réécrit pas l'histoire, mais non, ils n'ont pas réglé leurs dommages de guerre, mais de toute façon, ils n'étaient pas en mesure tout simplement de les régler financièrement. Et il y a un autre élément, c'est qu'au moment du traité de Versailles, et lorsque les décisions sont prises sur les montants qu'on va demander à l'Allemagne, il n'y a pas de représentant de l'Allemagne. C'est un choix qui est fait, il n'y a pas de représentant de l'Allemagne. Donc en fait, on leur apprend après coup qu'ils vont devoir régler cette somme. Donc c'est très compliqué, enfin, on voit bien ce que ça a pu créer, d'un point de vue diplomatique déjà ça a été catastrophique, l'invasion de la Ruhr, c'est la suite des événements, et ça a provoqué en grande partie aussi la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les communes sur lesquelles vous avez travaillé, c'était la même commission cantonale où vous avez pu constater si ce n'était pas la même commission? Est-ce qu'il y avait des traitements différents selon les commissions? En fait, honnêtement, c'était assez homogène. La manière dont les dossiers sont traités, corrigés, c'est quand même assez précis. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de noter, je l'ai dit, mais je le redis, c'est que c'est vraiment des commissions qui allaient sur le terrain. Donc ils ont vraiment, ils font cette démarche d'aller dans les villages, de constater l'état de dévastation, etc. Et ça, c'est un élément important et qui explique aussi la réussite du processus, en fait. Ça ne peut pas être à l'origine des différents... Ah, ça peut, hein, c'est-à-dire que moi, dans les cantons sur lesquels j'ai travaillé, non.
Mais après, bon voilà, mais je pense pas que ça se joue vraiment au niveau des commissions cantonales. Je pense que ça joue plus la manière dont les dossiers ont été remplis, mais il y a le cas là évoqué qui sera à creuser, je pense. Je sais pas si si le château, on doit conserver des choses. Non, alors je crois qu'il y a Rien du plusieurs tout. cantons qui sont manquants de mémoire dans les dossiers de dommages de guerre pour l'arrondissement de Nantes, Anizy et Coucy. Ouais. 5 dossiers, je crois. Ouais, je crois qu'ils sont manquants en fait. Et là, par contre, c'est même pas une question d'échantillonnage. Je pense que là, pour le coup, ils ne nous sont pas parvenus parce qu'il n'y avait pas de raison à ce qu'à l'époque, ils fassent un échantillonnage en supprimant totalement un canton. Et de tête, oui, je vous dis, il y a 3 ou 4 cantons dans l'arrondissement de Nantes qui sont totalement manquants et non représentés dans le fond des dommages de guerre. Il faut regarder juste en dessous en salle de lecture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une toute petite, en fait, bon là on sort un peu du cadre des dossiers de dommages de guerre, mais est-ce que ça, finalement, toutes vos recherches vous permettent ensuite d'aborder un peu la question de la repopulation des villages, et notamment après de dresser peut-être des premiers chiffres statistiques sur le pourcentage de population qui est réellement revenu sur le terrain, et puis celui par contre qui est resté dans les zones où il avait pu être déplacé, évacué ou réfugié? Alors en fait, cette question des populations, je pense qu'il faut la traiter de deux manières. Il y a un premier élément, c'est qu'il y a déjà une déprise rurale, une déprise démographique tout simplement en milieu rural avant la Première Guerre mondiale, alors qui s'explique en grande partie par la question du vignoble, le vin ne se vend plus, etc. Donc il y a déjà une hémorragie assez importante qui commence bien avant la guerre. Si on prend le cas de Crâne par exemple, on est sur 400 habitants, on tombe à 350 avant la Première Guerre mondiale. Il y a la Première Guerre mondiale et après, les chiffres s'effondrent en fait. Et les populations, si on prend le cas de Vassonne, 150 habitants avant la Première Guerre mondiale, 58 dans les années 20, un peu plus dans les années 30, et ça donne quand même une idée de... c'est un tiers de la population qui est revenue. Donc, on pourrait multiplier les exemples, mais de toute façon, la déprise a commencé, la guerre a accéléré, en fait, a joué un phénomène d'accélérateur, mais la déprise rurale a commencé bien avant la Première Guerre, à la fin du 19e. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Bon, alors moi je vous en prie. Si vous n'avez pas pris les mémoires 2019, n'oubliez pas de les demander à